Eh bien, bonjour à tous, bienvenue au 36e Jeudi de l'Ordre. Merci au docteur Métra, présidente du conseil départemental, et aux élus du conseil de permettre que les Jeudis de l'Ordre existent. J'ai ce soir une pensée amicale pour Jacques, Roméo et Guillaume Gorincourt qui ne peuvent être parmi nous ce soir. Nous avons la chance de recevoir l'éminent professeur David Da Fonseca. Merci pour votre participation à ce Jeudi de l'Ordre. Vous êtes professeur de pédopsychiatrie, vous œuvrez depuis 30 ans au service des patients et des familles. Depuis 1994, interne en psychiatrie à la PHM, jusqu'à la chefferie de service de l'hôpital Salvatore. Vous êtes également référent Atypie Friendly d'Aix-Marseille Université. C'est un programme incitatif d'inclusion des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Vous êtes également responsable du Centre Expert de Marseille, du trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, ainsi que d'un centre d'évaluation du TDAH chez les adolescents et les jeunes adultes. Nous découvrirons avec plaisir, au travers de votre exposé, les missions de ces centres experts. Je vous donne tout de suite la parole sur le sujet de ce soir, les TDAH de l'enfance à l'âge adulte, comment les repérer et les accompagner. Merci à Charlotte et Dany de l'équipe Safar qui assure la captation des Jeudis de l'Ordre depuis bientôt 3 ans. Merci à toute l'équipe de la commission de communication qui se démène sans relâche pour trouver des intervenants de qualité et en lien avec vos préoccupations. C'est à nouveau une réussite puisque vous êtes plus de 300 à vous être inscrits ce soir. Merci de votre fidélité. Je vous propose, pour des raisons pratiques, de poser toutes vos questions dans le fil de discussion. Le professeur Da Fonseca y répondra en fin d'exposé. Vous retrouverez ce Jeudi de l'Ordre en replay, ainsi que tous les autres jeudis, sur le site du CDOM 13, rubrique Communication. Professeur Da Fonseca, à vous la parole. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque je travaille sur les troubles du neurodéveloppement depuis, je ne savais plus que ça faisait 30 ans, mais merci de me le rappeler. Donc aujourd'hui on va parler des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité et je spécifierai les choses pour le faire de manière très développementale, à savoir, je vais parler du TDAH de l'enfance à l'âge adulte. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ne nous rajeunit pas cette affaire, mais vous vous souvenez de ces bandeaux d'annonces qui stipulaient, quand on regardait des films, que toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé n'est que pure coïncidence. En fait, c'était pour m'excuser, parce que c'est toujours un peu ça quand on fait un cours de psychiatrie, c'est qu'à partir de ce soir, vous allez changer de regard sur plein de personnes. Alors ça pourrait être sur vous, ça pourrait être sur vos enfants ou sur des amis. En tout cas, ça va vous donner des clés de lecture pour mieux comprendre certaines personnes qui peuvent vous paraître un peu singulières. Alors, je vais commencer d'abord par la question des stéréotypes. Le TDAH, c'est un trouble qui suscite, même si c'est quand même quelque chose qui est assez connu et on y reviendra, qui suscite encore beaucoup de polémiques. Les médias y participent grandement avec le fait qu'on drogue nos enfants, que c'est quelque chose qui a été inventé par l'industrie pharmaceutique pour leur donner des pilules. L'idée, voilà, on est tous hyperactifs et c'est un truc à la mode et patati patata. Ça serait un trouble créé par les écrans, que c'est finalement quelque chose qui est plus lié à un trouble de l'éducation, etc. Donc l'idée ce soir, c'est de faire un peu le point sur ces questions et essayer de déconstruire ces différents stéréotypes. Alors, le premier truc, c'est qu'on dit souvent c'est un truc à la mode, TDAH. C'est effectivement à la mode, mais depuis quand même très très longtemps. À savoir que depuis les premières descriptions datent du XVIIIe siècle, et puis le hasard fait que c'est quelqu'un qui s'appelait George Steele, qui en allemand veut dire tranquille, qui avait décrit d'ailleurs les premières hypothèses sur la nature organique du TDAH. La question des amphétamines et traitements médicamenteux, on s'y intéresse depuis 1937. D'ailleurs, je crois que c'était la Ritalin, le nom vient du prénom de sa femme qui s'appelait Rita. Donc c'est pour la petite histoire. Et puis ensuite, les choses ont évolué avec
Au départ, on parlait souvent du syndrome hyperkinétique. Donc, on insistait beaucoup sur la valence motrice du trouble. Et ensuite, au fil du temps, ça a évolué. Et c'est en 1980, dans le DSM-3, qu'on a parlé de troubles de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. On disait TADA à l'époque. Mais on mettait l'accent finalement sur l'hyperactivité. Et depuis maintenant 94, depuis le DSM-4, on a remis l'attention vraiment au centre du syndrome et on parle désormais du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et depuis 2013, il y a eu encore un changement avec la nouvelle classification internationale, le DSM-5, avec des changements dont on va parler, qui permet d'ailleurs de diagnostiquer, et vous voyez que c'est assez nouveau, le diagnostic de TDAH chez les adultes. Alors la prévalence, rapidement, ça concerne à peu près, et beaucoup de littérature montre une prévalence de autour de 5%, 5 à 9% chez les enfants et chez les adolescents. Ça, c'est à peu près stable. Mais et en France, on a mis longtemps à avoir des études épidémiologiques sur le sujet. On est autour de 5% à peu près. Et chose intéressante, c'est que chez l'adulte, et ça va vous surprendre pour les personnes concernées par les adultes, on serait autour de 4% de personnes adultes avec un trouble déficitaire de l'attention. Donc c'est quand même quelque chose d'important à noter. Et puis ce qu'on sait, c'est que les enfants, beaucoup d'enfants, lorsqu'ils deviennent adultes, continuent à présenter les symptômes et à présenter un trouble de l'attention. Alors, contrairement aussi à ce qui peut se dire, c'est une maladie, c'est américain, c'est le McDonald's de la psychiatrie, etc., il n'y a pas de différence significative selon les régions. Et comme très souvent en pédopsychiatrie, la prévalence est nettement plus élevée chez les garçons. Là, je vous ai mis 2 fois plus, mais ça, c'est 1 pour 4 généralement. Mais on va voir que c'est probablement très biaisé. Pourquoi ? Parce que chez les filles, c'est la forme attentionnelle qui prévaut et donc c'est beaucoup plus discret, c'est moins bruyant, c'est moins dans la motricité, c'est moins agité, donc on les repère moins et elles sont largement sous-diagnostiquées. Et quand on regarde les études épidémiologiques et la prévalence chez les adultes, on a un sexe ratio qui est équivalent, c'est-à-dire du 1 pour 1. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est un diagnostic qui n'est pas si simple, qui est même particulièrement complexe, parce qu'on peut voir des TDAH partout, comme on peut ne pas en voir. Donc l'idée de ce soir, donc j'ai dû faire des choix, parce que j'ai à peu près 1 heure, je ne pouvais pas parler, normalement je fais des formations de 2 jours complets, donc soit on continue tard dans la nuit, mais il y a l'OM qui joue ce soir, en plus contre Benfica, donc je suis obligé de le regarder. C'est un diagnostic complexe, donc je vais plutôt aller à l'essentiel pour avoir les idées claires et puis peut-être qu'on fera d'autres séances. Mais l'idée, donc, c'est que ce diagnostic est très complexe, non seulement parce que c'est très polémique, mais c'est pas facile. Et malheureusement, le retard ça génère un retard important à l'accès aux soins, ça génère beaucoup d'erreurs diagnostiques, beaucoup d'erreurs thérapeutiques. Je vois encore beaucoup de patients qui ont été traités pour plein de choses et pour lesquels les diagnostics de TDAH n'avaient pas été posés. Donc malheureusement, c'est beaucoup de temps, beaucoup de souffrance inutile par manque de formation, je pense. Alors pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en psychiatrie, en pédopsychiatrie, on fait des diagnostics à partir de l'observation, qui plus est chez l'enfant, à partir de la lecture des parents, qui peut aussi être différente si le papa a certains profils, la maman en a un autre. Ça repose donc sur l'observation des comportements. On a des formes attentionnelles, c'est pas quand même simple. On a des comorbidités qui sont nombreuses, et donc ça complexifie le diagnostic. Et aussi, on a une variabilité inter- et intra-individuelle, on va le voir. Et donc la règle en pédopsie, c'est toujours de s'assurer d'avoir plusieurs sources pour essayer de regrouper les différentes sources et voir ce qui est un variant, à partir de ce que les gens, des ressentis de chacun, et toujours, et c'est quelque chose de très important, insister sur la symptomatologie selon les différents contextes de vie. Et bien sûr, quand on fait des bilans d'évaluation, ce qui est important, c'est aussi d'avoir plusieurs regards
avec des regards de disciplines différentes. Et donc la question de l'interdisciplinarité, elle a tout son sens dans l'évaluation des personnes avec un TDAH. Alors vous me direz, et je vous le confirme, que tout le monde dans la vie de tous les jours a des troubles de l'attention ou des symptômes attentionnels ou une attention fragile. C'est un processus compliqué, l'attention, et qui n'a pas eu des moments où il était un petit peu ailleurs, quelqu'un qui avait des soucis dans la cour de récréation avec ses camarades et qui ne pensait qu'à ça toute la journée, un chagrin d'amour. On a du mal à être attentif quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on s'ennuie, quand on n'a pas envie. Donc il y a plein de causes possibles qui peuvent impacter les processus attentionnels. Mais un trouble de l'attention, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, je vais juste vous faire une petite mise au point sur le DSM-5. Le DSM-5, donc, c'est depuis 2013. Et la nouveauté, qui est un peu importante à connaître, parce que ça explique aussi peut-être certains stéréotypes sur la question du TDAH, c'est que finalement, le TDAH est considéré comme un trouble du neurodéveloppement. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire lié à des facteurs génétiques, des facteurs neurodéveloppementaux. Et auparavant, le TDAH faisait partie des troubles du comportement perturbateurs, des troubles du comportement. Et ça explique pourquoi les gens pensent que le TDAH, c'est un problème d'éducation, et patati, avant c'était mieux, etc., etc. Donc ça, c'est un changement très important depuis le DSM-5. Depuis le DSM-5, et pour poser le diagnostic, il faut que les symptômes soient présents avant l'âge de 12 ans et persistent bien sûr à l'âge adulte. Bien évidemment, il faut que la durée soit supérieure à 6 mois, que ça se répercute dans plusieurs domaines de vie, dans plusieurs situations, donc à l'école, en famille, un enfant ou quelqu'un qui a un trouble attentionnel uniquement en mathématiques. Ce n'est pas un trouble de l'attention, c'est un problème mathématique avec l'enseignant ou je ne sais quoi. Mais ça, c'est important toujours de vérifier si ça s'exprime dans différentes situations. Et bien sûr, pour parler de troubles, il faut que ça impacte le sujet dans les différents domaines de vie et que ça entrave le développement normal et adaptatif du sujet. Autre nouveauté qui permet de manière plus aisée de faire le diagnostic chez l'adulte, c'est qu'on a besoin, pour faire le diagnostic à partir de 17 ans, plus que de 5 critères, au lieu de 6 chez l'enfant. Et autre nouveauté très importante, c'est qu'avant le DSM-5, on ne pouvait pas associer le diagnostic de TSA, c'est-à-dire de trouble autistique, et de TDAH. Et c'était une erreur importante, puisque cliniquement, ce n'était pas le cas. Et l'erreur a été corrigée donc, depuis le DSM-5. Donc voilà les grands changements de cette nouvelle classification. Nouvelle classification, elle date depuis 10 ans déjà, mais des points assez importants. Alors, je vais reprendre un petit peu avec vous. L'idée, c'est de voir mais qu'est-ce qui est un vrai trouble attentionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on va reprendre un peu les symptômes et je vais les décliner à la fois chez l'enfant et chez l'adulte pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Alors, le premier critère, c'est l'idée que l'enfant est assez peu précis, ne fait pas attention aux détails, fait plein de fautes d'étourderie. Et donc, chez les adultes, ça s'exprime par des gens aussi qui ont du mal à lire les consignes, qui ont vraiment du mal à faire attention aux détails, qui sont très approximatifs, etc. Le deuxième point, qui est corrélé à ça, c'est que c'est des personnes qui ont du mal à soutenir son attention. L'attention, elle a plusieurs domaines. L'attention, elle est sélective d'une part, et puis ensuite, elle doit être maintenue. Et on sait que les personnes avec un TDAH ont vraiment un problème d'attention soutenue, ce qui fait que ce sont des gens qui ont du mal à jouer du début jusqu'à la fin. Et chez les adultes, ça peut poser problème même pour jouer avec ses propres enfants. On commence à jouer, puis on a envie de faire autre chose. Des problèmes à suivre un cours. Là, je vois que vous êtes très attentifs, je vous en remercie. Des problèmes à lire un texte ou un livre. Donc, c'est des gens qui peuvent lire 10 livres en même temps et jamais en terminer aucun. Et donc, je vais excuser certaines personnes, des personnes qui ont du mal à faire leurs impôts, leurs papiers, qui ont du mal à tenir les conversations jusqu'au bout, qui ont du mal à tenir en réunion. Vous voyez, les gens qui se lèvent parce qu'ils ont un pseudo coup de fil, en fait, c'est des stratégies pour pouvoir se lever parce qu'ils ont un problème de l'attention et ce n'est pas toujours de vrais coups de fil, entre parenthèses. Ce sont des personnes aussi qui semblent ne pas écouter. Donc vous leur parlez et vous avez l'impression qu'elles sont ailleurs.
Donc c'est pour les jeunes filles, c'est des filles qui sont des petites jeunes filles qui sont au fond de la classe et qui sont, on dit, dans la lune. Elles sont pas là, elles sont ailleurs, l'esprit ailleurs, etc. Et chez les personnes adultes, ça peut être compliqué dans le couple. C'est-à-dire que la personne parle à son conjoint qui l'entend avec une attention très très flottante en disant oui, 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 mais sans vraiment l'écouter, en promettant des choses, oui, 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 et il n'y a jamais rien qui se fait. Donc on trouve des stratégies, des mensonges pour rattraper le coup, mais ça peut poser beaucoup, beaucoup de difficultés. Là, je vous ai mis une photo, le truc classique, c'est comment monter un meuble Ikea. Et les TDAH, par définition, n'auront jamais le mode d'emploi et peuvent se prendre la tête très rapidement. Ensuite, autre critère sur la valence attentionnelle très importante, c'est que la personne a du mal à se conformer aux consignes et à aller au bout de l'activité. Et donc là, chez les adultes, c'est pareil, toute tâche est commencée, mais rapidement, la personne perd le fil et s'évade et va faire autre chose. Beaucoup de difficultés d'organisation aussi. Donc c'est des gens qui ont énormément de mal à s'organiser et c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, on travaille avec le laboratoire de neurosciences à Saint-Charles sur la question de la gestion du temps, sur la question de la temporalité, de la perception du temps qui pose souci chez ces personnes et qui explique pourquoi ils sont autant désorganisés, pourquoi ils ont du mal à prioriser, pourquoi ils ont du mal à séquencer les tâches. Et en plus, c'est des gens qui, généralement, n'ont pas d'agenda, qui font ça au talent et qui oublient, qui prennent plusieurs rendez-vous en même temps, ce qui n'est pas sans poser de problèmes, bien évidemment. Du fait de ces difficultés attentionnelles, ce sont aussi des personnes qui vont avoir une vraie aversion pour les tâches qui nécessitent un effort soutenu. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas à l'aise dans un champ ? On va procrastiner. Ce sont aussi des enfants, des ados et des adultes qui perdent plein de choses en permanence et qui vont perdre des objets scolaires, bien sûr, qui vont perdre des choses très importantes, le téléphone, les clés, qui oublient plein de choses, les courses, des rendez-vous médicaux, même des choses très importantes, de payer des factures. Je pense qu'il faudrait qu'on en parle aux impôts pour excuser les personnes qui ont du mal à déclarer leurs impôts et à payer leurs factures. Certaines, c'est lié à un trouble de l'attention. Il y en a même qui oublient leurs enfants. Mais bon, heureusement que ça n'arrive pas souvent. Et des gens, globalement, qui sont très distractibles, c'est-à-dire qu'il y a une mouche qui passe, n'importe quel objet, dans la mesure où ils ont du mal à faire focus sur une cible bien précise. Dès qu'il y a une autre source de distraction, hop, la tête est levée, etc. Et donc, c'est quelque chose aussi de très important pour poser le diagnostic de difficulté attentionnelle. Le deuxième grand groupe de symptômes, c'est l'hyperactivité et l'impulsivité, on va y venir. Alors l'hyperactivité, vous voyez un peu ce que c'est. Ce sont des personnes qui remuent sans cesse leurs mains, leurs pieds, qui se tortillent. Et chez l'adulte, cette hyperactivité, elle diminue, ça on le sait. En revanche, elle perdure sur le plan mental. C'est-à-dire qu'on a une sorte d'hyperactivité mentale et les gens le disent très facilement. Ils disent, voilà, j'ai une sorte de tension interne, une nervosité permanente au niveau psychique. C'est les personnes qui ont du mal à rester assis, je vous l'ai dit, les stratégies, c'est le téléphone, c'est se lever au milieu de réunions, etc., qui courent et qui grimpent partout. Alors chez l'adulte, ça se fait moins, mais il y a toujours cette agitation intérieure dont je vous ai parlé, une incapacité à rester tranquille. Passer des vacances avec quelqu'un qui a un TDAH, il faut avoir plein d'énergie. Si votre trip, c'est de rester allongé sur la plage toute la journée, il ne faut vraiment pas partir en vacances avec un adulte qui a un TDAH, qui lui a besoin d'avoir des activités constantes, multiples, et toujours plein de choses. Quelqu'un qui a vraiment du mal à s'ennuyer et vraiment à ne rien faire. Donc des gens qui sont très occupés, hyper occupés, voire submergés. Et ça peut expliquer certaines difficultés, on en reparlera sur la suite. Chez les enfants, on dit souvent que ce sont des zébulons, donc ils sont prénommés, ils ont des surnoms, voilà, c'est Zébulon, il est monté sur ressort, il a des vers sous les fesses, etc. Et ça s'exprime très facilement. Et puis dans les lieux où il faut rester calme, ça pose vraiment de difficultés. Puis des gens qui parlent trop. Alors ça, c'est pas très spécifique parce il y a plein de raisons possibles aussi. Mais voilà comment s'exprime cette hyperactivité. Et enfin, on a tout ce qui relève de l'impulsivité. Ce sont des personnes, des enfants, des adultes, qui vont
avoir la mauvaise habitude de répondre avant la fin de la question. Quelle est la date mardi? Non, quelle est la date d'aujourd'hui, Kevin? Parce que généralement, il s'appelle Kevin, Brandon. Non, là, c'est une blague, mais c'est parti. Donc, répond avant la fin de la question. Du mal à attendre son tour. Les files d'attente, c'est juste insupportable. Donc, ils trouvent des stratégies pour doubler tout le monde. Qui vont donc faire irruption dans la conversation, qui finissent les phrases à votre place. Et qui, de par leur impulsivité, vont se servir aussi sans gêne, prendre des affaires qui vous appartiennent sans vous demander la permission. Et vous, si vous êtes un peu sensitif, un peu susceptible, vous allez mal le prendre. Mais en fait, c'est juste parce qu'il n'a pas réfléchi, il n'a pas anticipé ce qui se passait. Donc des gens qui sont vraiment dans cette impulsivité-là, qui interrompent, qui s'imposent, donc qui ne sont pas très discrets en somme. Alors chez les adultes, moi je fais les diagnostics sur la route, il suffit de voir les gens conduire et on screen facilement les impulsifs, même si l'impulsivité elle peut être liée à d'autres troubles. Donc des conduites très très rapides, une intolérance, et on en parle de plus en plus, un rapport aux émotions singulier, des difficultés à réguler les émotions, aussi bien chez les enfants, chez les ados, je ne vous en parle pas, et chez les adultes également, la colère est très difficile à gérer. En somme, tout ce qui relève du contrôle, de l'inhibition qui pose souci. Voilà tous ces différents symptômes qui définissent le TDAH. J'espère que tout va bien et que je ne parle pas trop vite. Alors maintenant, je vais vous parler pour faire le diagnostic, donc il y a des choses très simples qu'on a à notre disposition qui ne coûtent pas d'argent, et qui sont les bulletins scolaires. Et là, c'est un vrai bulletin scolaire. Alors, je n'ai pas effacé le prénom, mais je n'ai pas son nom. Donc, c'est Étienne qui vient me voir en 3e. La famille en PLS. Il va être viré du collège parce qu'il fait n'importe quoi. Il est insupportable. Faites-nous... nous, on se demande s'il n'y a pas un truc, vraiment, parce qu'on n'a pas l'impression que ça soit méchant. C'est un bon garçon. Bon, c'est notre fils, d'accord? Mais dites-nous ce que vous en pensez. Et je leur demande systématiquement le bulletin scolaire. Le bulletin scolaire est là. Et voilà, je prends mon stabilo et regardez ce que je fais. Difficile pour Étienne de rester concentré. Manque de stabilité, difficulté à rester concentré. Son attitude trop dispersée, encore de problèmes de concentration. Il doit ne plus se laisser perturber, cependant la concentration demeure ponctuée de moments où Étienne reste en retrait. Des difficultés pour aller sa concentration, beaucoup de mal à se concentrer. C'est bien dommage, peu de concentration. Donc, quand je vois un bulletin pareil, soit c'est un complot contre cet enfant Étienne, qui est mal aimé, mais très bonnard dans la consultation, ou soit, il a vraiment un problème de concentration. OK ? Mais vous me direz, mais il y a une matière là où tout se passe bien, ensemble correct ce trimestre. Mais bien sûr, vous avez deviné, c'est un EPS, puisque le prof est lui-même hyperactif et qu'il a fait EPS pour gérer son hyperactivité, et donc ils s'entendent comme deux coqs en pâte et ça se passe très très bien. Je rigole, mais lui, il ne rigolait pas quand il est venu à ma consultation et la famille encore moins. Donc on a posé le diagnostic et j'ai repris les bulletins antérieurs et c'était la même chose depuis la maternelle. Enfant agité, a du mal à se calmer, peut mieux faire, bien sûr, etc., etc., etc. Donc, et je ne vous ai pas mis, je crois que, oui, je ne l'ai pas mis là, mais il y avait le bulletin de 6e où alors les enseignants, là, essayaient de donner des conseils. Donc, face à un enfant qui a du mal à se concentrer, qui a trop d'attention, le conseil donné, et je ne suis pas là pour les blâmer, parce qu'il faut-il qu'ils soient formés, c'est « Allez, concentre-toi ». Imaginez un sourd, on lui dit « Allez, tu écoutes maintenant », etc., etc. Donc, et ça, quand on se met 2 minutes à la place de l'enfant, c'est terrible. C'est terrible parce que ça génère beaucoup une perte de confiance, etc., etc. On va y revenir. Bon, voilà. Donc, donc il y a des choses très, très simples. Et comme je vous le disais, pour faire le diagnostic, toujours croiser les sources. Donc, interroger le papa, interroger la maman. Parce qu'attention, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que chacun voit midi à sa porte. Et donc, souvent, c'est des difficultés qui se retrouvent au sein d'une famille. On a souvent un des parents qui lui-même est TDAH, qui n'a jamais été diagnostiqué. Donc un TDAH qui gère un TDAH, c'est très 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 compliqué. Imaginez une maman obsessionnelle grave avec un mari TDAH qui a un enfant TDAH. La maman, elle est en souffrance et elle est suivie
par nos amis psychiatres toutes les semaines. Et le papa, lui, trouve que tout va bien. Donc il ne faut pas hésiter à croiser les points de vue parce qu'on voit les choses avec nos filtres, avec nos croyances, avec notre histoire. Et donc on a tous des regards différents et des vérités différentes. Alors, on me taxe, moi qui fais ça depuis 30 ans, on m'a souvent fait le reproche, oui mais David, ton truc là, c'est un truc américain, c'est pas des blagues, hein. C'est un symptôme. Et en fait c'est vrai, c'est un symptôme, mais c'est un symptôme du TDAH, entre autres. Mais ça peut être le symptôme de plein d'autres choses, parce qu'effectivement, quand on regarde les troubles psychiatriques, on retrouve les troubles attentionnels aussi de manière quasiment dans tous les troubles. Donc, ce qui est important aussi pour poser le diagnostic, c'est donc bien sûr de rechercher les symptômes qui correspondent, mais aussi de faire cette épreuve et cet effort intellectuel pour la question des diagnostics différentiels. Et donc là, je ne vais pas tout vous faire parce que on peut avoir des troubles attentionnels qui sont masqués par une précocité, par exemple. En ce moment, on parle beaucoup d'HPI. Moi, je vois des TDAH qui ont été considérés comme des précoces ou des HPI pendant bien longtemps alors qu'ils étaient TDAH. Des dyslexiques qui sont suivis par une orthophoniste, mais qui en fait ont un TDAH, donc ont d'autres problèmes, etc., etc. Il faut vérifier aussi qu'il n'y ait pas de problèmes somatiques, problèmes de thyroïde, des problèmes de sommeil. Les syndromes d'apnée du sommeil peuvent générer des troubles attentionnels, des carences en fer, en magnésium et d'autres troubles. Et là, je vais vous parler de 3 ou 4 diagnostics différentiels importants. Et le premier, c'est le trouble oppositionnel avec provocation, ce qu'on appelle, nous, le TOP, trouble oppositionnel avec provocation. Et c'est vraiment l'idée, mais est-ce qu'il est TDAH ou est-ce que c'est un enfant qui fait ce qu'il veut, un enfant roi, un enfant tyran qui est opposant? Et en fait, cliniquement, c'est quand même pas du tout la même chose. Le TDAH, c'est depuis toujours et partout. Ce sont des enfants qui sont sensibles, qui se blessent souvent, on comprend pourquoi, qui ont vraiment un désir d'intégration, qui ont généralement de bonnes relations sociales au départ, qui ont des amitiés sincères. Et alors après, c'est des notions très subjectives, très cliniques, très subjectives, comme je disais, avec en tout cas pour ce qui me concerne, mais ça dépend aussi de mon propre profil, c'est des personnes que je trouve très attachantes. Et généralement, les enseignants, c'est ce qu'ils disent aussi. C'est-à-dire que c'est un enfant très, très attachant, mais très, très fatigant. En fait, il est sympa à 8h du matin, mais à 16h, il est juste insupportable pour l'enseignante. Et franchement, je peux la comprendre. Les enfants opposants, vous n'êtes pas du tout dans la même ambiance. Ce sont des enfants qui sont dans une hostilité permanente, qui ont peu d'empathie, qui sont très agressifs, qui font des crises, une intolérance à la frustration très importante, un peu comme TDAH, mais pas pour les mêmes raisons, qui sont dans difficultés relationnelles, qui culpabilisent très très peu, qui sont jamais responsables. Vous les prenez la main dans le sac et c'est « oh, c'est pas moi », etc. Et il y a pas mal de manips dans ce sens qui montrent que dans des situations ambiguës, quand on leur montre des visages neutres, ils vont interpréter ça comme une agression. Ils vont interpréter ça comme quelqu'un qui est hostile, or le visage était neutre. Donc c'est une manière de traiter l'information, c'est plus une question d'interprétation qui est erronée pour ces enfants. Et l'alliance en consultation, elle est assez difficile. Moi, le premier, des enfants qui sont purement opposants et provocateurs ou qui ont des troubles de conduite, je n'ai pas le même contact au niveau de l'alliance qu'avec les enfants TDAH. Ils sont vraiment dans l'opposition et l'hostilité frontale et c'est parfois difficile à gérer. Le deuxième diagnostic, donc c'est pas un problème d'éducation, c'est 2 entités vraiment distinctes qu'il faut vraiment déceler. Si vous prenez un enfant TDAH comme un enfant opposant, vous allez avoir des postures éducatives complètement erronées, pas efficaces et qui vont le mettre en difficulté. Et qui vont d'ailleurs générer un trouble oppositionnel par réaction. Donc il faut vraiment être très attentif à ça. Ensuite, on nous dit aussi, mais le TDAH finalement, c'est le symptôme d'un trouble de l'attention. Et effectivement, je vous ai mis ici les symptômes, quelqu'un qui est agité, qui a du mal à se concentrer, qui est fatigué, irritable, avec une tension musculaire, des troubles du sommeil. Mais ça, c'est les critères, ça fait partie des critères du trouble anxieux généralisé. Donc vous voyez bien que l'agitation, la concentration, ça fait partie aussi des troubles anxieux généralisés. En revanche, ce qui est spécifique du trouble anxieux généralisé, c'est les ruminations. C'est monsieur inquiet
qui est toujours dans le futur, qui est toujours en train d'anticiper la catastrophe, qui se fait du souci. C'est monsieur souci, monsieur inquiet. C'est des enfants qui sont pseudo-adultes, qui ne sont pas très marrants du coup, et qui sont très perfectionnistes, très ponctuels, très rigides, très conformistes, et qui ont besoin d'être rassurés en permanence. Le TDAH n'a vraiment pas besoin d'être rassuré. C'est les parents du TDAH qui ont besoin d'être rassurés. Le trouble anxieux généralisé, pas de problème d'organisation, pas de problème d'inhibition. Au contraire, un enfant anxieux, c'est un enfant qui va être dans l'inhibition. Et l'enfant TDAH, il a un défaut d'inhibition. Donc si on regarde la dimension inhibition, on n'est pas du tout au même niveau. Une autre subtilité clinique pour faire la différence entre un trouble anxieux généralisé et un TDAH, c'est la suivante. C'est quand vous avez un enfant qui est agité à cause de son anxiété, il est agité en début de consultation et au fil de la consultation, il va se poser, il va prendre confiance et il va se calmer et être beaucoup moins agité. En revanche, le TDAH, c'est l'inverse. Au début de la consultation, il est super calme. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a des parents qui sont pour la première fois en colère parce que leur enfant TDAH n'est pas agité alors que ça fait 6 mois qu'il attend la consulte avec le pédopsychiatre. Mais au fil de la consultation, on voit le corps qui commence à s'exprimer, on voit son manque de contrôle s'exprimer et il commence à bouger, se lever de la chaise, etc. J'ai des anecdotes multiples et variées, dont une petite dont je me souviens toute ma vie qui, au bout de 3/4 d'heure, était debout sur mon bureau alors qu'elle était complètement figée au début de la consultation. Donc, comme quoi, j'avais une bonne alliance thérapeutique avec elle. Autre diagnostic différentiel, c'est la question du TSA, des troubles autistiques. Donc ça, après, ça devient une affaire de spécialistes. Mais ce n'est pas simple. Il y a des personnes avec TDA qui sont diagnostiquées TDAH et qui sont en fait des TSA. Et on sait que c'est quelque chose qui n'est pas facile, et on peut avoir en effet des troubles de l'attention chez les TSA, mais qui ne sont pas liés au même mécanisme. Chez les TSA, on peut avoir des troubles de l'attention, mais parce qu'ils sont hyper focus sur quelque chose, ils sont hyper focus sur leur intérêt restreint, et ils ont une distractibilité aussi importante, mais qui est plutôt interne, alors que chez les TDAH, elle est plutôt externe, comme je vous parlais tout à l'heure de la distractibilité de toutes les sources de bruit à l'extérieur, etc. Et on n'est pas du tout, donc c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. Et pour faire la différence, peut-être dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, peut-être quand c'est compliqué, à demander des bilans neuropsychologiques qui montrent qu'en fait, on n'a pas les mêmes processus dits exécutifs, à savoir que dans le TSA, on a des problèmes de planification, mais surtout de flexibilité mentale, alors que dans le TDAH, on a des déficits au niveau de l'inhibition, des processus de contrôle, une impulsivité, des difficultés d'inhibition qui sont très importantes et qui expliquent beaucoup de leur symptomatologie. Alors là, c'est plutôt chez l'adulte. Chez l'adulte, un diagnostic. Alors parce qu'il y a un problème. Je vous ai dit au début qu'il y avait 4% de TDAH chez l'adulte. Or, c'est un diagnostic, c'est largement sous-diagnostiqué. Malheureusement, beaucoup de TDAH sont pris de nos jours et diagnostiqués comme des troubles bipolaires. Donc, ce n'est pas sans causer de problème, puisqu'ils vont bénéficier de traitements qui ne vont pas être efficaces, mais forcément, puisque c'est des TDAH qui ne sont pas diagnostiqués. Donc c'est un problème sûrement de formation, mais qui s'explique aussi par la nature clinique des deux troubles qui peuvent se ressembler, dans le sens où, là je vous ai mis à gauche tous les symptômes d'un trouble hypomane, et on retrouve effectivement tous les symptômes du TDAH dans un état maniaque. Mais il y en a qui sont quand même beaucoup plus spécifiques du bipolaire, à savoir l'exaltation de l'humeur, les idées de grandeur, la fuite des idées, la désinhibition sexuelle, qui sont quand même propres au trouble bipolaire et qui peuvent permettre de faire le diagnostic différentiel. Autre manière de différencier les choses, c'est le côté très cyclique du trouble bipolaire, ça porte bien son nom. Un TDAH, ce n'est pas cyclique. Un TDAH, c'est jour et nuit. Jour et nuit. D'accord ? Il suffit de regarder l'état du lit d'un enfant TDAH et généralement, il s'est passé plein de choses pendant la nuit sur le plan moteur. Donc voilà, donc c'est aussi un diagnostic compliqué. Et enfin, un autre diagnostic qui pose souci, c'est la différence, et ça c'est bien sûr chez l'adulte, puisqu'on ne pose pas de diagnostic de trouble de la personnalité chez les enfants et les jeunes adolescents, mais c'est la question du trouble borderline. Et on a aussi des choses qui sont très spécifiques, mais on retrouve des choses qui peuvent se ressembler en effet, donc ce qui pose souci, mais dans la personnalité borderline, il y a des choses qui sont très spécifiques,
plutôt dans l'instabilité relationnelle, avec bien sûr la peur de l'abandon, la peur du rejet, tous les symptômes qui peuvent faire imaginer un rejet. Ça génère des crises et des décharges émotionnelles intenses, l'impression de vide intérieur, les comportements d'autodestruction, d'automutilation et les gestes suicidaires qui sont très 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 fréquents. Donc là, à première vue, ça a l'air simple, mais cliniquement, ça demande du temps, beaucoup d'attention. Donc, maintenant qu'on a posé le diagnostic et qu'on est attentif aux différences entre vraiment TDAH et les différents diagnostics qu'on connaît mieux et qui peuvent prêter à confusion, une fois qu'on a bien fait ce diagnostic différentiel, les choses ne sont pas réglées. Pour autant, puisque quasiment 90% des personnes avec un TDAH ont un autre diagnostic associé. Et c'est ce qu'on voit en particulier à l'hôpital. Et notamment, on voit des TDAH. Donc un TDAH pur, ça n'existe quasiment pas. Hein. Un TDAH, dès lors qu'on a posé le diagnostic, généralement, il faut au moins se calmer et se dire, bon, attention, quel est l'autre diagnostic que je n'ai pas posé? Et plus la personne est âgée, plus c'est le cas. Chez les adultes, c'est bien sûr la règle. C'est la règle. Et donc, le diagnostic différentiel le plus fréquent, c'est les troubles des apprentissages, troubles spécifiques des apprentissages, les DIS, comme on dit, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, des troubles praxiques importants, donc des gens qui sont très maladroits aussi. Je vous disais, faites la différence, attention, entre un trouble de l'attention et un trouble opposant. Le problème, c'est que souvent, et c'est très lié à la posture environnementale, éducative des enseignants et des parents, le TDAH va être associé à un trouble du comportement de type opposant, voire un trouble des conduites, voire un abus de substances, beaucoup plus à risque. 45% ont un abus de substances associé. Donc ça, c'est très, très important. La séquence développementale est terrible. C'est-à-dire qu'un enfant TDAH qui est mal pris en charge, en plus, si on rajoute des facteurs psychosociaux à côté, qui se surajoutent, socio-économiques, etc., environnementaux, on voit une séquence qui est assez stable. C'est-à-dire que le TDAH va s'associer à un trouble oppositionnel, qui va s'associer à un trouble des conduites, qui va s'associer à un abus de substance, qui va générer des troubles de la personnalité. Et on va voir que ça peut mal se terminer. Autre comorbidité importante, plus classique, et encore plus classique aussi chez l'adulte, c'est les troubles anxieux. C'est dans 33% des cas chez les enfants et les adolescents. Et chez l'adulte, ça peut être jusqu'à 50%. Les troubles de l'humeur, c'est la même chose, donc troubles bipolaires, mais aussi troubles dépressifs. Et quand vous êtes en difficulté, quand vous avez du mal à vous adapter et que vous êtes incompris par l'environnement pendant des années, on comprend que ça peut générer des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Et puis, on a aussi les TSA, l'énurésie plus fréquente chez les enfants avec TDAH. Donc, la comorbidité est la règle. Et des problèmes somatiques aussi, des troubles du sommeil, de l'eczéma, des inflammations, etc. Les tics. Ouais, Gilles de la Tourette aussi, je ne l'ai pas mis, mais c'est aussi associé. Donc, diagnostic différentiel et attention à la question de la comorbidité. Alors, on peut être TDAH et heureux, je vous rassure, mais le souci, c'est bien sûr, on va parler de troubles psychopathologiques, dans le sens où il y a des répercussions fonctionnelles dans les différents domaines de vie. Le premier, c'est l'impact sur la famille. Et c'est vraiment important, et je vais vraiment insister là-dessus. Un enfant TDAH, ça génère beaucoup de stress chez les parents. C'est des enfants qui sont sur le feu tout le temps, qui sont sur ressort, on l'a dit. Et donc ça oblige les parents à être en mode surveillance permanente. Donc c'est très fatigant. Très fatigant, on peut le comprendre. On sait que les parents d'enfants TDAH, on retrouve plus de dépression, d'anxiété, voire d'abus de substances. Il y a de belles manips d'ailleurs où on met des parents avec deux groupes d'enfants, des enfants agités, des enfants non agités, et on leur met des boissons à disposition, dont une partie qui est alcoolisée. Le groupe avec les enfants agités se jette sur l'alcool. C'est un truc incroyable, quel que soit notre profil. Et donc là,
c'est pour inverser aussi le truc, parce qu'on a vite fait de faire des raccourcis en disant, voilà, c'est un problème éducatif. Mais moi, je peux vous louer un ado au TDAH en week-end, et vous allez voir, vous allez prendre 2 ou 3 bières le soir pour vous endormir, c'est sûr, je vous assure. Ça génère beaucoup plus de conflits familiaux. Ça génère, bien sûr, c'est pas plus tard que cette semaine, je voyais une fratrie, un TDAH et un frère anxieux. Et l'anxieux, quand je l'ai vu seul, me disait « mais je n'en peux plus de mon frère, il prend toute la place, je n'existe pas ». Et en plus, c'est lui qui a toutes les prises en charge. Donc la maman, elle s'occupe de lui tout le temps, et moi, je suis anxieux normotypique. Et là, moi, j'ai beaucoup moins d'attention et je ne peux pas m'exprimer. Donc c'est beaucoup de rivalité fraternelle et il faut y penser à cette affaire. Et là, ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier d'expliquer la problématique du frère. Et ce n'est pas forcément volontaire, et de la provocation aussi au frère. Donc c'était important aussi d'avoir un temps de psychoéducation avec ce frère. Donc bien évidemment, ça fait des familles dont la cohésion est mise à mal. Les activités en famille, moi j'ai des familles de TDAH, ils ne sont plus invités par les amis. Parce que l'enfant démonte tout, casse tout, etc. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, chef de clinique, on faisait des groupes de parents. Et des parents d'enfants TDAH partaient en vacances ensemble grâce au groupe. Parce qu'enfin, ils avaient trouvé des parents qui pouvaient les comprendre. Le taux de divorce est beaucoup plus élevé, jusqu'à 75% de plus de divorces chez des parents d'enfants TDAH. Ça ne facilite pas les choses. Et comme je vous le disais au départ, un TDAH, ce n'est pas une génération spontanée. Et généralement, et moi je m'amuse pendant la consultation, il faut bien s'amuser un petit peu. Je regarde souvent la maman et je lui dis « mais il vous rappelle personne, ce petit hein ?» Et puis elle me regarde comme ça, parce que bien sûr, moi j'ai identifié le papa qui, lui, a la révélation de sa vie, parce qu'il comprend enfin pourquoi il a arrêté les études si tôt alors qu'il avait un très bon niveau intellectuel. Il comprend enfin pourquoi toute sa vie a été aussi compliquée, même s'il a réussi à s'en sortir, mais par des voies un petit peu détournées. Mais ce n'est pas sans difficulté, parce que quand il faut appréhender un enfant TDAH, si vous-même vous êtes impulsif, comment vous allez expliquer à l'enfant qu'il faut l'être moins? Comment vous expliquez à l'enfant qu'il faut réguler les émotions en créant sur lui? C'est impossible. Donc il faut aussi, et parfois c'est peut-être une piste, il faut peut-être traiter d'abord les parents avant de s'occuper des enfants. Un impact aussi qui est majeur, c'est sur la question de la socialisation. Et malheureusement, et d'ailleurs c'est souvent une des plaintes principales, alors que le TDAH par définition, ce n'est pas un trouble de la socialisation, il n'y a pas de trouble de la socialisation, mais in fine, ça finit par générer des problèmes au niveau des interactions avec les pairs. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui lancent des défis, qui sont toujours à fond, donc qui coupent la parole, qui n'attendent pas leur tour, qui coupent la file, etc. Et généralement, ils finissent par se faire rejeter alors qu'ils sont trop sympas. C'est vraiment dommage. Et qui peuvent parfois aussi être agressifs parce qu'incompris. Autre donnée importante, c'est que c'est des enfants qui peuvent être parfois harceleurs parce qu'ils n'anticipent pas les conséquences de ce qu'ils font. Et parfois, ce n'est pas vraiment malveillant, mais ça peut générer des difficultés au niveau des relations avec les autres. Et dans la littérature, on retrouve quelques déficits, dont on a fait un papier là-dessus, sur quelques déficits au niveau de la reconnaissance des émotions, au niveau des compétences sociales, de la régulation des émotions, qui posent aussi des difficultés dans leurs interactions sociales. Et troisième grand point, c'est la scolarité. On sait, il y a beaucoup, là, il y a quelques revues de la littérature et des grosses méta-analyses qui montrent que ce sont des enfants à QI égal, qui ont moins de bons résultats scolaires, moins de diplômes, plus d'abandon de la scolarité, alors que ce n'est pas un problème de niveau, qui peuvent avoir des besoins éducatifs particuliers, et qui sont généralement, le diagnostic qui sont posés, voilà, c'est mal éduqués ou alors immatures. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à respecter les consignes, les interdits, et souvent exclus. Moi, j'ai des enfants en maternelle qui se faisaient exclure de la maternelle. C'est quand même très, très, très difficile. Et donc ensuite, là, je vous ai mis une photo d'une maman qui est en burn-out parental, entre guillemets, parce que faire travailler un enfant de manière autonome le soir, alors qu'il a fait des efforts pour être attentif, et le soir, il décharge complètement. Et donc, c'est le temps des devoirs avant le dîner du soir, c'est un enfer pour beaucoup de familles. Et là, vous avez une illustration, sachant qu'en tant que parent, vous ramenez vos propres problèmes du boulot,
des problèmes X et qu'il faut gérer un enfant qui, lui, est inépuisable. Donc tout ça avec des difficultés d'apprentissage. Donc le temps de devoir pour ces enfants, c'est très, très compliqué. Donc voilà, sur la scolarité. Donc je répète, socialisation, famille, scolarité. Et pour les adultes, un impact sur la vie professionnelle, bien sûr. Ce sont des personnes qui sont beaucoup moins aptes à répondre aux exigences du travail, moins autonomes. Demander à un TDAH de faire des rapports tous les jours, de rester assis sur sa chaise toute la journée, c'est impossible. Et malheureusement, par incompréhension ou par mauvaise utilisation de leurs compétences, ils sont en conflit très, très souvent, ils changent rapidement de boulot, ils sont plus à risque d'être renvoyés. À diplôme égal, ils ont des statuts professionnels moins élevés et ils sont également plus susceptibles d'être au chômage. J'ai oublié de le poser là, mais le TDAH, c'est un gros facteur de risque pour les burn-out. Burn-out parce que c'est des personnes qui disent jamais non, qui sont toujours très enthousiastes, qui empilent les tâches et au bout d'un moment, incapables de tout gérer. Et le corps, puisque l'esprit n'arrive pas à s'opposer, le corps les arrête de manière parfois brutale et dramatique. Autre chose, et on n'y pense pas, c'est que quelqu'un qui a un TDAH a une vie beaucoup plus à risque. À risque pourquoi ? Je vous parlais de la conduite automobile, des conduites à risque au niveau sexuel, abus de substances. On sait que ce sont des gens qui ont beaucoup plus de blessures physiques accidentelles. Il y a un papier, alors j'ai plus la référence, mais et il faut que j'en parle à mes amis pédiatres, 30% des enfants hospitalisés pour trauma sont des TDAH. Je vous rappelle que la prévalence, c'est 5%. Ils sont plus à risque de se blesser. Il suffit de regarder les tibias d'un enfant TDAH, et généralement, il y a un peu toutes les couleurs possibles. Et pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, ils n'anticipent pas le lendemain, ils sont dans l'impulsivité. Un TDAH qui réfléchit à ce qui va se passer après son action, ce n'est pas un TDAH. Par définition, il est dans l'impulsivité, dans le déficit d'inhibition. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais les enfants vous le disent, quand vous avez une bonne relation avec eux, ils vous expliquent comment ça se passe. Ils vous disent, voilà, moi je fais des efforts tout le temps, mais il y a un truc qui me dépasse malgré moi. Et moi, ce que je disais il n'y a pas longtemps, je dis, mais en fait, tu passes ta journée à suivre ton corps. Son corps démarre et lui, il suit son corps, en fait. Et ce n'est pas sans poser des difficultés. Donc 30% d'enfants hospitalisés pour trauma. Quand on est impulsif, qu'on a du mal à inhiber, on est plus à risque aussi au niveau de la sexualité, donc des grossesses précoces, sexualité précoce, et tous les facteurs de risque qui vont avec. Vous savez combien il y a de TDAH en prison ? On ne le savait pas. Je posais la question à des amis psychiatres sur notre prison célèbre, pas de chiffres. Parce qu'on ne connaît pas, donc on ne diagnostique pas. Mais les chiffres, c'est de 20 à 25%. Au Canada, ils travaillent là-dessus depuis bien longtemps. Et on a des chiffres de 20 à 25%. Bon, malheureusement, on n'a pas que du TDAH. On a des troubles du comportement, des troubles de la personnalité, des abus de substances, des facteurs, des événements de vie catastrophiques. Mais quand on reprend rétrospectivement, on retrouve souvent des TDAH associés. Et quelque chose qui est assez effrayant, c'est qu'une personne avec un TDAH a un taux de mortalité supérieur à la population normale. Il y a des papiers qui montrent que c'est 2 à 3 fois supérieur. Mais bien sûr, quand vous prenez des risques, vous faites des sports à risque, etc., vous êtes beaucoup plus à risque de trauma et d'accidents parfois catastrophiques. Et tout ça, comme je vous le disais, c'est augmenté par les comorbidités associées. Bon, je vais vous remonter le moral, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on regarde l'évolution, en fait, on voit que, je vous l'ai déjà un peu dit, que l'hyperactivité diminue, mais les troubles attentionnels diminuent assez peu. Alors, même si on regarde le syndrome pur et qu'on regarde les signes cliniques de manière très précise, on retrouve moins de diagnostics parce qu'il y a moins de critères. Et c'est pour ça que le DSM-5 a baissé le nombre de critères. Mais sur le plan fonctionnel, c'est toujours aussi compliqué. La question de l'évaluation neuropsychologique. Alors, j'ai eu la chance de faire partie là, du comité de lecture pour les nouvelles recommandations qui vont sortir là, sur le TDAH à l'HAS. Et les choses sont assez claires. Hein, mais, bon, je spoil un peu, mais le diagnostic, l'évaluation neuropsychologique n'est pas obligatoire pour poser le diagnostic de TDAH. Le diagnostic se fait de manière clinique. Bien sûr, il faut être formé. Donc tous les médecins vont dire oui, mais il faut des centres experts, etc. Mais les centres experts, c'est niveau 3 pour les diagnostics différentiels, les formes complexes.
Mais il faut que tout médecin est en mesure de poser le diagnostic s'il est formé, bien évidemment. Donc on a souvent le syndrome de l'imposteur quand il s'agit et en particulier chez les psys adultes, pour poser le diagnostic, mais aussi chez les pédiatres, chez les généralistes, pour poser le diagnostic, vous êtes tout à fait capable de le faire dans la mesure où vous êtes formé. L'évaluation neuropsychologique, moi le premier, j'en propose dans le service, mais pour des cas particuliers, des cas complexes, où il y a des diagnostics différentiels qui sont assez compliqués. Et puis ça peut permettre aussi de planifier les soins dès lors qu'on pense à une remédiation cognitive possible. Et ça permet aussi d'avoir une évaluation à un instant T pour suivre les progrès de la prise en charge. Alors, au niveau de la prise en charge, le premier point, et ça c'est très 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 important chez l'enfant, chez l'adolescent, mais aussi chez l'adulte, c'est la psychoéducation, c'est l'éducation thérapeutique, c'est comprendre le profil, le fonctionnement de la personne, que la personne elle-même comprenne son trouble et que son environnement, et chez l'enfant, il y a l'environnement familial, l'environnement scolaire, et ça, je pense qu'on ne met pas assez d'énergie dessus, il faut développer encore ça. Bon, on le fait naturellement en tant que pédopsie, mais il faut le faire beaucoup plus, former les enseignants, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, la problématique du TDAH, ce n'est pas le TDAH, c'est tous les effets collatéraux par incompréhension et par rejet de l'environnement familial, social, scolaire, d'enfants qui sont pris pour ce qu'ils ne sont pas, et donc ils sont ensuite dans une rancœur qui peut être justifiée. Donc comprendre le trouble, prendre conscience de son fonctionnement, de ses qualités, présenter des stratégies d'adaptation, mettre un terme aux idées reçues, et j'espère que j'y aurai participé ce soir, diminuer le sentiment de responsabilité et de culpabilité, parce que c'est la double peine. Non seulement j'ai un TDAH, je suis incompris, je suis voire maltraité, d'accord ? Et puis moi-même, je me maltraite parce que je trouve que c'est pas normal d'avoir un TDAH. Je devrais pas avoir un TDAH, et ça veut dire que je suis anormal, et ça veut dire que je vais pas y arriver, et ça veut dire que c'est une catastrophe, et qu'est-ce que je vais devenir, et ça veut dire que j'ai moins d'amis, etc. Donc toutes ces ruminations qui se surajoutent, ça participe à la souffrance, aux troubles anxieux, voire dépressifs, qui vont se surajouter. Donc ça, c'est très très important. Donc comprendre. Donc mieux se comprendre pour accepter son trouble et puis trouver les stratégies plus adaptées. Quand on comprend, on juge beaucoup moins. C'est pas moi qui le dis, c'était André Malraux. Donc l'idée, c'est vraiment de devenir acteur de la prise en charge. Ensuite, et on sait que c'est aussi très très important, ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est des programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Moi, je pense qu'il faut qu'on en parle avec nos amis gynécos, il faut faire ça dès la mater, même en amont, même de la préparation, c'est-à-dire que c'est quand même le métier le plus difficile du monde sur lequel il n'y a aucune formation, même il y a quelques écoles de parents, mais il faut commencer trop bien en amont pour savoir un peu ce qui nous attend. Et on sait que ces postures parentales, elles sont fondamentales. Alors, il n'y a pas que pour les TDAH d'ailleurs, mais pour eux, encore plus, c'est pour éviter d'aggraver les choses. Primum non nocere, c'est-à-dire, dès lors que je comprends en tant que parent, je ne vais pas lui demander les choses et de la même manière. Donc, je vais mieux comprendre mon enfant. Enfin, moi, j'adore les consultations. Je fais beaucoup de consultations expertales où je pose des diagnostics pour des cas compliqués. Et pour les parents, c'est la révélation. C'est la révélation. Enfin, je comprends. Ah oui, mais ici. Ils refont toute leur histoire. C'est assez intéressant. Donc, l'idée, c'est de les aider à changer leur regard porté sur les comportements et pas les rabrouer, bien évidemment. Et avoir des attentes et des exigences beaucoup plus claires et adaptées à leur fonctionnement. C'est des lapalissades, ce que je raconte, mais il faut se le rappeler encore. Utiliser des stratégies positives et limiter les réactions négatives. Ça tombe sous le sens aussi. Ces enfants qui sont... Vous savez combien de remarques positives il faut pour compenser une remarque négative ? Il en faut 4. Calculer le rapport que, même dans vos interactions quotidiennes, de reproches que vous faites par rapport aux compliments que vous faites. Bon, moi, le premier, j'ai du mal à tenir ce rapport, mais c'est très, très important. Les gens ne sont pas assez valorisés pour que les gens vont mal. OK ? Donc, et en particulier, ces enfants-là. Et on sait que ces groupes, c'est marrant, hein, les groupes d'entraînement aux habiletés parentales, ça marche.
ça marche. Mais faut-il que les gens soient formés, faut-il que les gens y participent. Et on sait que ça marche sur plein de choses. Alors il y a des programmes. Alors, pour le TDAH, il y a un vieux programme qui s'appelle le programme Barclay, il y a le Triple P, il y a Incredible Years, il y a plein de programmes qui sont très intéressants et qui sont vraiment centrés sur psychoéducation et programme d'habileté parentale. Et il faut faire la même chose, bien sûr, avec les enseignants. Et bien sûr, la prise en charge individuelle, psychothérapie, les thérapies cognitives et comportementales, c'est celles qui sont validées sur le plan scientifique, la remédiation cognitive, et bien sûr, en fonction des troubles associés, je vous ai parlé des 10, orthopsie, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, etc. en fonction. Donc ça fait des emplois du temps assez chargés pour ces enfants et surtout pour les parents. Et enfin, sur les recommandations internationales là, pour le TDAH, sur le traitement pharmacologique, bien sûr, on a une chance énorme. C'est qu'on a un traitement qui est très efficace et qui peut changer la trajectoire d'une vie pour pas mal de personnes. Dès lors qu'on sort un peu des stéréotypes et des schémas sur la question du traitement psychostimulant pour ces enfants, on a de la littérature à foison. Moi, j'ai une alerte sur PubMed, je reçois entre 10 et 20 papiers par jour sur le TDAH. C'est le trouble sur lequel on a le plus de littérature scientifique. Et donc, les recommandations sont assez claires, c'est-à-dire que, bien sûr, pas d'emblée, et bien, il faut s'assurer qu'il y ait des répercussions et des impacts fonctionnels sur la socialisation, la famille, l'école. Mais dès lors que ça pose problème et que les mesures psychosociales sont insuffisantes, ne pas hésiter à proposer un traitement de manière posée et bien sûr prudente, mais quand l'impact du TDAH est trop important sur ces différents domaines de vie, ne pas hésiter, c'est le traitement le plus efficace sur le plan de la neuropharmaco. Chez l'adulte, même les recos internationales disent que c'est c'est le traitement de première intention, le traitement médicamenteux. Donc ça peut changer une vie. Moi, j'ai des parents qui prennent, sans mon accord, des traitements qui piquent dans la boîte de l'enfant et qui testent le méthylphénidate. Ils disent « Ah, mais docteur, ça va beaucoup mieux, j'arrive mieux à m'organiser. C'est incroyable, ce truc. » Et donc là, effectivement, il va falloir former de plus en plus dans le domaine adulte pour accompagner ces parents qui sont en très grande difficulté. Juste, oui, une petite revue là, de l'efficacité des différentes stratégies et je vais finir bien sûr là-dessus. On sait que, comme je vous l'ai dit, les TCC, c'est ce qui est le plus validé, en tout cas sur le plan scientifique. L'entraînement aux compétences organisationnelles, on sait que c'est aussi intéressant au niveau attentionnel. La remédiation cognitive également, en particulier au niveau de la mémoire de travail verbal. Alors c'est un peu décevant parce que bien sûr ça marche sur les tâches qu'on entraîne avec l'enfant ou avec l'adulte, mais c'est difficilement généralisable dans le quotidien. Et c'est bien dommage. Ensuite, quelques données sur... on parle aussi beaucoup de l'alimentation, mais il y a des données probantes qui montrent quand même que l'octroi d'acides gras, moi, quand j'étais au Canada, ils donnaient ça systématiquement à tous les enfants. Ils mangent du poisson à gogo, 4 poissons par semaine, ou alors des suppléments alimentaires. Et on améliore les choses, et sans compter sur le plan des maladies somatiques. La suppression des colorants alimentaires, il y a quelques données qui montrent qu'il y a des effets qui sont intéressants, qui ne sont pas énormes, mais qui sont intéressants. L'exercice physique, ne pas hésiter. Moi, je le prescris tout le temps. Nos enfants actuels ne font vraiment pas assez d'activité physique. Or, leur corps leur demande toute la journée de bouger. Et alors, on sait que ça a un effet, en tout cas, qui est sûr, avéré sur le plan scientifique. En termes d'anxiété, de dépression, c'est efficace. Autant, même il y a des données, autant que la psychothérapie parfois, que les psychotropes, donc c'est intéressant. En revanche, c'est une petite déception, les thérapies basées sur la méditation, sur alors ça c'est plutôt l'affirmation de soi au neurofeedback. Les effets sont assez légers et pas assez probants, tels que, effectivement, selon les données de la littérature actuelle. Enfin, je vais finir sur une note positive. C'est des enfants quand même très sympas. Moi, si je fais ça depuis 30 ans, c'est qu'ils sont trop sympas, comme ils diraient. Et ce sont des enfants qui ont plein de qualités, qui sont dynamiques, créatifs. Bon, je suis sûr que vous en avez reconnu autour de vous.
j'espère que ça va aller, qui sont empathiques, qui sont curieux, qui sont tenaces, enthousiastes, qui ont beaucoup d'intuition. Ben, c'est des enfants pleins de vie, rapides, et bien sûr avec plein d'humour. Et ça, il faut aussi le rappeler en consultation et en suivi, parce qu'on est quand même très, très centré sur les problématiques, sur les problèmes, sur les difficultés. Et je trouve qu'en suivi, en consultation, on ne met pas assez l'accent sur les forces de chacun, même si on en parle de plus en plus, mais c'est important pour ces enfants. Et l'idée, vraiment, c'est de développer ces différentes valeurs, ces différentes vertus et ces différentes forces dans leur quotidien. Et bien sûr, effectivement, vous serez d'accord avec moi, c'est que ce type d'enfant dans une classe assis toute la journée de 8h à 18h, c'est vrai que c'est pas sans poser quelques difficultés. Voilà, j'en ai fini. Alors, quelques ressources, il y en a plein. Je crois que je suis le seul à pas avoir fait de bouquin sur le TDAH. Tous mes copains TDAH en ont fait. Là, je vous ai mis ici... vous pouvez aller regarder un film. Alors, c'était il y a quelques années, mais on avait fait un film avec Atout Santé sur le TDAH que vous pouvez avoir sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un like. Qui explique tout le parcours d'un enfant TDAH dans le service, de la première consultation, l'évaluation et la prise en charge. C'est assez touchant parce que c'est le TDAH vu de l'intérieur, exprimé par un jeune adolescent fort sympathique et sa maman qui était très attentive, mais aussi très, très en difficulté. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je suis dans les temps et que, oui, on y est pas mal. Donc, je suis OK pour répondre, bien sûr, à vos questions. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, oui, nous avons énormément de questions qui sont arrivées au fil de votre intervention. Parfois certaines qui se recoupent déjà avec ce que vous avez pu dire au début. Et également dans votre interaction, des passages qui n'ont pas manqué de nous rappeler des interventions précédentes, comme Stéphanie Ranque-Garnier, par exemple, sur le sport sur ordonnance, où elle disait « mais mobilisez-vous au moins 2 minutes toutes les heures, on a nécessité à faire bouger notre corps », ou encore Michel Habib sur les troubles 10. Alors, peut-être, déjà, vous nous avez rassuré sur le fait de pouvoir être heureux, même en présentant un trouble du TDAH, et ça, on vous en remercie, parce que ça a été de vraies couleurs qu'on a eues après cette période un peu sombre où vous parliez de difficultés parents-enfants. Il y a une question qui se pose quand même vis-à-vis des adultes, notamment, est-ce qu'un adulte, par exemple, pourrait spontanément guérir d'un TDAH? Est-ce que ce trouble... pourquoi ce trouble est-il aussi méconnu chez l'adulte? Est-ce que vous avez des pistes qui sont un petit peu après l'enfance et l'adolescence, mais plutôt orientées vers l'adulte? Donc je résume, pourquoi ce trouble est-il aussi méconnu chez l'adulte? Et est-ce que on peut guérir spontanément à l'âge adulte? Alors, la guérison spontanée, c'est pas une maladie. C'est un fonctionnement particulier, c'est un trouble neurodéveloppemental. Quand on a un TDAH, on le garde. La différence, c'est nos capacités d'adaptation. Et effectivement, on voit plein de gens qui ont un TDAH, mais qui n'a pas une valeur pathologique dans le sens où ils mettent en place des stratégies toute leur vie. Des stratégies. On sait sur le plan... Alors, j'ai pas trop parlé des facteurs éthiopathogéniques. J'ai la diapo qui a disparu d'ailleurs. Je vous avais fait une diapo un peu synthétique. Mais on sait que c'est donc une manière, le cerveau qui fonctionne d'une certaine manière, avec un déficit au niveau des structures qui permettent d'inhiber les processus émotionnels, la motricité, etc. Et on sait qu'il y a un décalage. Mais les personnes arrivent à mettre en place des processus d'adaptation. OK ? Et c'est ce qu'on appelle toutes les fonctions exécutives. Et parfois, c'est les parents qui sont leurs béquilles. Et on a des gens comme ça qui tiennent pendant longtemps parce qu'il y a des éducateurs, il y a des parents, il y a des amis, il y a le conjoint qui compense. Mais le jour où il n'y a plus ces béquilles-là, on voit toutes les difficultés d'organisation, de planification, d'inhibition que les personnes peuvent avoir. Donc ça ne guérit pas toute notre vie, mais en revanche... et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est assez... Bon, c'est pas connu chez l'adulte parce que les TND, les adultes ne connaissent pas, mais on y travaille pour
pour que les gens s'y mettent, parce que ça peut les aider. On voit que la prévalence de TDAH chez les bipolaires compliqués et les troubles de la personnalité de type borderline, c'est juste énorme. Dans les troubles de borderline, on a jusqu'à 30% de TDAH comorbide. Et donc le traitement peut être une piste. Là, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a un truc très intéressant, c'est que le traitement pharmacologique, alors, et Dieu sait si je ne suis pas un ayatollah de la pharmaco, mais quand on a à disposition cet outil, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, et d'autant plus que c'est efficace et que ça change leur parcours. Et ce que je voulais dire, c'est que chez l'enfant, la scolarité de l'enfant, c'est imposer le même métier de 6 à 16 ans. On impose le même métier. Faites la même chose chez les adultes. On prend tous les adultes, là, et on leur impose le même métier. C'est un enfer. Parce que c'est pas... L'adulte, il a la chance de pouvoir choisir un métier en fonction de son profil. Et bien sûr, un TDAH, il va être VRP, il va choisir un métier où il peut bouger en permanence. Donc, du coup, les répercussions fonctionnelles sont moindres et il est moins en difficulté. Mais demandez-lui de rester assis toute la journée derrière un bureau et de dire « oui, madame, oui, monsieur », c'est un enfer. Okay, donc c'est pour ça que chez l'adulte, on en voit moins, mais il y a quand même des adultes qui ont ce souci et qui d'ailleurs, eux-mêmes ne le savent pas, mais qui sont en très, très grande difficulté, comme je l'ai dit, sur le plan affectif, sur le plan professionnel, etc. Donc voilà pourquoi chez l'adulte, on en a un petit peu moins. Mais il y a cette possibilité de choisir quelque chose. Et c'est pour ça que le sport, je rebondis sur le sport, c'est intéressant, parce que le sport, ce n'est pas le même sport pour tous les sujets, quelle que soit leur taille, leur poids, leur force, leur musculature, etc. On a 3 millions de sports différents, donc il y a forcément un sport où on peut démontrer la compétence, prendre du plaisir, avoir des relations sociales, apprendre à respecter les règles. Il y a plein de vertus dans la pratique sportive. Donc je suis un fervent défenseur de cette question-là. Et pour les TDAH, dans le milieu sportif et les sportifs de haut niveau, il y a énormément de TDAH qui s'ignorent. Alors, toujours sur le prisme de l'adulte et donc du rapport à l'emploi, quel test peut-on utiliser pour diagnostiquer donc des adultes, et dans le cadre d'un TDAH en milieu professionnel, quelles recommandations donner à l'employeur? D'être sympa, comme aux parents, finalement. D'être dans la valorisation, dans l'écoute, et d'essayer de mettre la personne dans les meilleures conditions pour qu'elle développe ses compétences. C'est un nouveau management, ça vient de sortir, vous connaissez? Bon, bref. Non, je suis un peu moqueur. Mais pour la question des outils, alors il y a des questionnaires qui permettent de screener un petit peu, de faire un petit screening, mais ça ne remplace pas le diagnostic. Hein. Il y a la DIVA, il y a quelques questionnaires qui sont... Il y a même, alors je ne sais plus son nom, il y a un questionnaire très bref et qui avait une grosse sensibilité, là, qui marche pas mal, mais ça ne remplacera jamais une consultation clinique. Mais on peut faire un pré-screening, ça peut être intéressant à travers quelques questionnaires qui sont validés en plus et qui sont même disponibles, la DIVA notamment. Voilà, après il faut développer le réseau adulte mais il y a des gens qui s'intéressent de plus en plus et pour développer des évaluations de différents niveaux pour la question des TDAH et l'adulte en effet. Parfait. En parlant des traitements, alors j'essaye de regrouper les questions parce qu'il y a énormément de... Juste, je me permets de rajouter, vous l'avez dit en me présentant, je suis référent Atypie Friendly là, à l'université pour justement faciliter l'inclusion des jeunes adultes finalement, parce que c'est des étudiants qui ont des TND, c'est-à-dire les TSA, sans déficience intellectuelle, et les TDAH. Donc on va vraiment œuvrer pour que les TDAH soient aidés dans leur inclusion, parce que c'est quand même bien dommage de ne pas arriver au bout de ces études par des problèmes d'organisation, de planification, qui demandent juste parfois des ajustements et des aménagements de l'environnement scolaire. Comme on peut le faire pour les plus jeunes en fait. On va faire la même chose à l'université. Donc c'est le projet Atypie Friendly, vous pouvez aller regarder sur Internet, il y a plein de ressources au niveau national qui sont très pertinentes. On mettra les liens, si vous voulez, après le montage, puisque la vidéo sera disponible sur le site du CDOM 13, rubrique communication et jeudi de l'ordre. Et on pourra rajouter tous les liens que vous avez pu citer de manière à faciliter l'accès. Deux branches peut-être encore de questions, et après on va devoir vous laisser, parce que je crois que vous avez match de football dans pas très longtemps.
Donc, une première question autour du traitement médicamenteux et une seconde autour de la musique et des bienfaits musicaux. J'y reviendrai juste après. Au niveau des traitements, si un premier traitement par Ritaline a été mal supporté du fait de l'anxiété, y a-t-il une autre molécule possible et plus généralement les inconvénients, les risques du traitement médicamenteux avec principalement la dimension attentionnelle ou également une bonne efficacité sur l'impulsivité? Deux questions en une. Ouais, j'aime bien une question à la fois en fait. La question du traitement, alors c'est très efficace, comme je vous le dis, dans 70% des cas, c'est très efficace. Ça agit bien sûr sur l'impulsivité, mais aussi surtout sur l'inhibition et sur les troubles attentionnels, encore mieux sur les troubles attentionnels. Donc chez les filles non diagnostiquées, c'est bien dommage parce que ça peut les aider. Mais effectivement, et chez les filles en particulier, la comorbidité avec l'anxiété est assez fréquente, 30% des cas. Alors, moi, dans mon expérience, on a souvent un petit peu, on est souvent très prudent dans le sens où on pense qu'en mettant des psychostimulants, ça va augmenter l'anxiété. Moi, dans mon expérience, finalement, de proposer de la Ritaline, mais on y va doucement, bien sûr, sauf si le trouble anxieux est sévère. Donc là, bien sûr, il faut traiter le trouble anxieux, accompagner le trouble anxieux avec des psychothérapies et un traitement médicamenteux si on a une forme très sévère. Mais mon expérience montre l'inverse. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants ont un trouble anxieux qui est subséquent au TDAH de par la difficulté d'adaptation. Et dans la mesure où on les aide au niveau de l'impulsivité, il y a moins de conséquences anxieuses liées à ces difficultés instrumentales, si je puis dire. Donc ça vaut le coup de l'essayer, sauf bien sûr quand les troubles anxieux sont très très sévères. Mais très très souvent, c'est plutôt la conséquence de leur fonctionnement qui pose souci. Ensuite, il y avait une autre question, je ne sais plus, non ? Oui, mais vous y avez répondu dans la même question, hein, c'est les inconvénients et les risques du traitement médicamenteux. Alors, on a une chance aussi énorme, c'est que les risques, contrairement à ce qu'on raconte, mais là c'est toujours pareil, après chacun raconte ce qu'il veut, il n'y a aucun problème, mais si on se base sur les preuves, il y a quand même beaucoup d'articles qui montrent que les effets secondaires posent assez peu de problèmes et mon expérience va dans ce sens. Alors on a des effets secondaires qu'il faut surveiller, bien sûr, troubles du sommeil, des troubles de l'appétit souvent, mais plutôt c'est beaucoup mieux toléré que les antipsychotiques, certains IRS, etc. Donc ça vaut vraiment le coup de l'essayer, mais toujours y aller à petits pas, bien évidemment. Généralement, ça marche plutôt très, très, très bien. Contrairement à ce qu'on pense aussi, le traitement ne génère pas un risque d'addiction. C'est plutôt l'inverse, d'ailleurs. C'est des ados qui sont addicts et qui abusent de certaines substances, c'est qu'en fait, ils s'auto-traitent et ils trouvent finalement une substance qui les apaise. Et moi-même, j'ai dans mes patients, rétrospectivement, il y en a certains que j'aurais dû traiter et qui se sont auto-traités avec des molécules qui ont beaucoup plus d'effets secondaires néfastes, malheureusement. Donc, c'est plutôt pour éviter ces trajectoires-là que le traitement est intéressant. Mais toujours associer un traitement seul, si on n'y associe pas de la psychoéducation et de la guidance parentale, ça ne sert à rien parce que généralement le traitement c'est fait pour les enseignants en fait, ils ont du bol. C'est-à-dire que les parents quand ils récupèrent l'enfant, il y a le traitement qui ne fonctionne plus parce qu'à partir d'une certaine heure c'est plus fonctionnel et il y a la fatigue de la journée et les devoirs qui arrivent. Donc pour eux c'est très très compliqué. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec les soignants et les parents. C'est vraiment le maître mot de la prise en charge. C'est travailler ensemble de manière interdisciplinaire, aussi bien pour les rééducations, la psychothérapie, le traitement, l'école, la famille. C'est un trépied. C'est l'enfant, l'école, la famille et le soignant. Et aller tous dans le même sens. Et donc avoir des éléments de langage commun et partager les mêmes ressources pour aller dans le bon sens, parce qu'on ne peut pas avoir des discours clivés, et ça ne fonctionne pas avec ces enfants, ils savent vous mettre vraiment à mal. Une chose très importante, et je reviens sur la question des postures éducatives, contrairement à ce qu'on croit, et moi je le vois en consultation, et c'est assez marrant, même si ce n'est pas rigolo pour les parents, mais les parents pensent que souvent c'est un problème d'éducation. Et donc ils rajoutent de l'autorité à un enfant qui est TDAH. Mais l'autorité, le côté très rigide, autoritaire, voire militaire,
Ça marche pour les anxieux, mais ça ne marche pas pour les TDAH. C'est le meilleur moyen pour les rendre opposants et générer un rapport de force permanent et tomber dans le rapport de force et les querelles, etc. Et donc, c'est vraiment des effets en cascade qui sont délétères. Et moi, je vois des pères qui disent « Oui, moi, je le tiens. » Tu tiens rien du tout. Tu l'actives. Et au bout du compte, c'est l'enfant qui gagne le combat parce qu'il a beaucoup plus d'énergie que ses parents. Et donc ça, il faut l'expliquer. Effectivement, c'est pas naturel de penser comme ça. Ouais, c'est une cocotte minute avec un feu qu'on intensifie, hein, clairement. Du coup, par rapport aux outils... Et c'est ça qui génère les comorbidités. Oui. Et justement, je fais le lien avec ce que nous disait Michel Habib lors de son intervention. Tu bonjour. Comment ? Ah, il y a Michel, ou c'est ce qu'il a dit dans une conférence antérieure? Je fais le lien avec ce que disait Michel Habib. Nous ne sommes pas mardi. Je fais le lien avec ce que disait Michel Habib lors de son intervention au sujet des troubles 10. Il avait mis en avant les bienfaits de la musique, notamment sur les connexions neuronales, sur le type de trouble, donc trouble 10 évidemment. Est-ce que c'est également une bonne piste pour les enfants, ados et adultes TDAH de développer un instrument, de jouer d'un instrument de musique ? Alors, très, très bonne question. Alors, je ne connais pas la littérature TDAH musique. En revanche, et ça tombe bien parce qu'on est en train de co-diriger une thèse avec Danny Leschen à l'INS à la Timone sur justement musique et TSA, et troubles autistiques. Et c'est, quand on regarde la littérature scientifique, c'est une des stratégies qui marche le mieux avec les TSA, plus que plein de thérapies beaucoup mieux connues. Et en termes de conversation, de rythme, de synchronisation, de relation avec l'autre. Mais je ne connais pas la littérature TDAH et musique. Après, il faut être courageux pour faire des percussions avec des TDAH. Hein, je ne sais pas, mais ça peut être tout un programme. Il y a un choix d'instruments, effectivement. Ça peut être stratégique. Il y aura peu de casse, mais peut-être. C'est peut-être, en tout cas, en passant par la musique, parce qu'il y a aussi une dimension corporelle, ça peut être très, très intéressant, en effet. Un immense merci pour toutes ces informations. C'était extrêmement riche. Bravo. Vous avez été nombreux à suivre ce jeudi de l'ordre. On se retrouve le 13 juin prochain sur un tout autre sujet, donc la Maison des femmes qui a ouvert à Marseille. Là encore, une intervention de qualité d'un personnel de l'APHM en la personne du professeur Florence Bretel. Le Flash Info sera consacré à la commission des difficultés de l'exercice médical. Comment faire face aux difficultés d'exercice. Ce sera présenté par Guillaume Gorincourt. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez ce jeudi de l'ordre en replay dans une dizaine de jours sur le site du CDOM 13. En attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup. À bientôt.